Vous êtes sur Midi 1 et soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. La 14e édition de la Biennale de l'art africain contemporain Dakar se tient du 19 mai au 21 juin 2022 à Dakar, la capitale sénégalaise. Créer, imaginer et inventer, c'est autour de ce triptyque que va se dérouler l'exposition officielle internationale. Le thème de cette édition est Ndafa, la forge en Wolof, une langue locale du pays de la Teranga. Ce thème renvoie à l'acte fondateur de la création africaine, lequel nourrit la diversité des créativités contemporaines africaines, tout en projetant de nouvelles manières de raconter et d'appréhender l'Afrique. Plus de 300 expositions sont au programme du IN et environ 350 projets dans le off de ce Dakar 2022. Et pour avoir un éclairage sur l'importance de cet événement dans l'univers artistique continental et international, nous sommes avec Siam Végan, commissaire invité de cette nouvelle édition de la Biennale de Dakar. C'est un plaisir de vous recevoir. Largement partagé, mon cher Alexis. Madame Végan, qu'est-ce que cela représente pour vous, cette invitation à la Biennale en tant que commissaire invité? Un immense honneur et également une immense responsabilité, une charge, mais que je suis vraiment honorée d'avoir accepté. Je viens à Dakar depuis 2012. Dans le premier contexte, je venais en tant que critique d'art et critique journaliste culturel. Je venais pour couvrir l'événement, donc j'avais un regard un peu extérieur. On était à l'époque invité à créer, c'était un événement panafricain, donc on était invité à créer un journal, le journal de la Biennale, c'est-à-dire un quotidien pendant les 7 jours de la Biennale. Et donc on était invité de chaque pays d'Afrique pour que de manière panafricaine et conjointe créer ce journal. Ensuite, j'ai pu revenir à Dakar au rythme de tous les 2 ans, à chaque fois dans un format parfois différent. Et c'est la première fois que je suis invité à rentrer dans le IN, d'ailleurs on appelle ça le IN, à intégrer par une invitation à proposer ma propre exposition. Et c'est un immense honneur. Justement, parlez-nous de cette exposition. Qu'est-ce que les gens verront lors de la présentation de vos œuvres? Alors, j'ai invité pour ma part un collectif d'artistes, un solo show. Ce collectif s'appelle l'École des Mutants, qui est un duo. Ce sont 2 artistes, Hamidine Khan et Stéphane Verlet-Bottero. Et peut-être que ce nom qu'ils se sont choisi, l'École des Mutants, ne vous est pas inconnu, puisque l'École des Mutants a réellement existé sur l'île de Gorée. C'était une invention, il me semble, de Senghor, qui voulait inventer une école sans école. Et je vais vous expliquer tout de suite le nom mutant, car il s'agissait, parce qu'il fallait que l'Afrique mute, qu'elle change de format. C'était après les indépendances, et donc l'Afrique devait se réinventer. Et donc nous travaillons sur l'université, et donc notre exposition, notre proposition, c'est concrètement, nous avons construit une université artistique, évidemment, ne vous attendez peut-être pas à avoir un amphithéâtre ou autre, mais voilà, parce que l'université est une greffe qui vient de l'Occident et qui a très difficilement pris. Donc nous nous sommes intéressés au début du phénomène. Donc les premières écoles, comme vous le savez peut-être, il y a eu l'école des otages à Saint-Louis, il y a eu ici l'école Panty, et la plupart des universités ont très peu fonctionné, ont mal fonctionné ici. C'est une greffe, si je puis dire, qui a mal pris. C'est une greffe qui a déjà mal pris à l'étranger, comme vous le savez. Il y a souvent des revendications, que ce soit en Europe, aux États-Unis, sur l'inadéquation de l'université au réel, à l'actualité. Et donc nous, notre idée, c'est de créer notre propre université qui soit endogène, avec des savoirs locaux, avec une fierté locale, et voilà, de faire une proposition qui soit liée à l'architecture déjà, qui soit plus adaptée, qui soit liée à nos savoirs endogènes et à nos pratiques et à nos sciences et à nos savoirs. Pardon. Maintenant, quelle contribution d'un événement comme la Biennale de Dakar dans la promotion de l'art contemporain africain? Elle est essentielle. Parce que Dakar, même si vous préférez, est la plus ancienne biennale de l'Afrique. C'est la plus ancienne, c'est la seule qui a été pérennisée sans quasiment aucune interruption, sauf évidemment ces 2 ans du Covid. Mais je veux dire, c'est une biennale d'État aussi, il faut le souligner, ce qui est assez rare. Et donc, quand Dakar parle, le monde entier écoute. Et qu'est-ce qu'il écoute? Il écoute toute l'Afrique, puisque toute l'Afrique se réunit. C'est une biennale panafricaine qui est une grande fête qui réunit tous les artistes, qui brise les frontières pour une fois. Et quand le Dakar parle, le monde entier l'écoute. Créer, imaginer et inventer, selon vous, à quoi renvoie ce triptyque pour cette 14e édition du Dakar? Alors je pense que c'est essentiel. J'aurais envie de rajouter rêver aussi, mais c'est parce que l'homme a imaginé qu'il marchait, qu'il s'est mis à marcher. C'est parce qu'il a imaginé qu'il créait, qu'il s'est mis à créer. Donc évidemment, ça me paraît un triptyque essentiel. Oui, pour forger, il fallait déjà imaginer, vouloir allumer le feu. Et avant d'y arriver, il a fallu imaginer
peut-être les premiers hommes à avoir des expériences, à vouloir les restituer ou les réinventer. Et pour ça, oui, il faut beaucoup d'imagination, il faut de la création, il faut ce triptyque en entier. Alors pour cette 14e édition, il y a une sélection riche et aussi de nombreux artistes, 59 artistes internationaux dont la majorité proviennent du continent ou de la diaspora. Ils ont été sélectionnés donc par la direction artistique pour l'exposition internationale de cette biennale. Dans cette sélection, 7 artistes représentent le Sénégal et 2 représentent le Royaume du Maroc. Rappelons que vous êtes marocaine. Pour un artiste, quelles sont les perspectives que peut offrir une telle exposition lors de ce genre d'événement? Elle est extraordinaire. Elle peut être par exemple de l'ordre de l'acquisition, puisque les artistes, pour vivre, ils ont besoin de vendre leurs œuvres. Et donc cette année, par exemple, il y a tout un tas de musées internationaux qui viennent, dans le MoMA qui est à New York, dans le musée Centre Pompidou, dans le 8 qui est en Belgique. Et donc déjà, il peut y avoir des acquisitions, ce qui n'est pas négligeable, c'est ce qui permet à l'artiste de vivre de son travail. Elle permet aussi une visibilité, puisqu'il y a aussi la presse qui va venir, qui va faire des reportages, qui va montrer tout ce travail-là. Et enfin, il y a aussi des chasseurs de tête, si je puis dire, puisque par exemple au Queen Vesor, paix à son âme, qui est un commissaire que vous connaissez sans doute, nigérian très respecté, qui est mort malheureusement il y a quelques années, quand il avait été retrouvé à la tête de la Biennale de Venise, il était venu faire, si je puis dire, son shopping ici, il était venu repérer des artistes, et nombre d'artistes qui étaient là se sont retrouvés à la Biennale de Venise, qui est la reine des biennales commencées, qui existe depuis plus de 100 ans, et là c'est une consécration réelle. En tant que professionnel de l'art, selon vous, quelle place occupe aujourd'hui l'art africain sur la scène internationale? Alors c'est une place très très enviable, qui est une place à la mode. Donc pour reprendre les mots de quelqu'un que j'aime beaucoup, il y a une vague africaine, même une vogue africaine, et maintenant il faut voir est-ce que ça va aller plus loin, parce qu'il y a eu effectivement des modes avant cela, des modes de l'art chinois, de l'art russe, et donc effectivement l'art africain en ce moment est très à la mode. Maintenant il faut espérer que cela aille au-delà de l'effet de mode, que ça ne soit pas un naufrage, que la vague puisse vraiment aller plus loin. Et pour cela, nous avons besoin d'institutions fortes. Il ne suffit pas d'un événement qui a lieu tous les 2 ans. Heureusement, Dakar, le Sénégal a des institutions fortes, mais je parle d'autres pays qui sont faibles institutionnellement. Et il faut une force de frappe. Il faut une synergie totale. D'ailleurs, vous-même, vous le dites, vous parlez d'art africain. Cela veut dire que déjà, nous sommes inaudibles chacun de notre côté. Parce qu'il n'y a pas un art africain. Il y a un art au Maroc, il y a un art au Sénégal, il y a un art au Nigeria. On ne fait jamais cette injure de dire à un Européen « Oh, tu es un artiste européen ». On dira toujours « Tu es un artiste italien, vous êtes un artiste français ». Alors que nous, déjà, on nous englobe un peu dans ce panafricanisme, ce qui est très bien. Nous sommes généreux, nous sommes tous frères, nous sommes heureux d'être ensemble. Mais voilà, il faut que nous puissions chacun avoir cette force de frappe. Et Dakar permet cela. Elle permet de mutualiser les énergies, les forces, et c'est ce qui permet d'être audible. Madame Weygand, votre parcours est impressionnant. Vous êtes diplômée en arts appliqués et en sciences. Vous avez fréquenté de grandes institutions culturelles et maisons d'édition, dirigé des galeries et vous concevez, dirigez et produisez différents objets culturels. Selon vous, qu'est-ce qui fait la particularité, vous venez de l'évoquer, des arts africains? J'ai envie de dire qu'un artiste est un artiste. Vous me posez un peu une colle parce que je pense, si, je m'étais imposé cette question-là. Si nous avons des notions endogènes, comme la convivialité. Par exemple, j'avais intitulé une exposition, j'avais choisi de l'appeler du voisinage, par exemple, parce que nous avons des choses comme ça. Nous avons le voisinage, nous avons le fait que quand nous faisons un repas, nous allons inviter tout le monde, nous allons tous nous mettre autour de cette table, et c'est autour de ces choses-là. Alors bien sûr, je pourrais vous dire tout ce qu'on reconnaît à l'art africain, qui est la récup, le système D, qui sont des choses qui sont déjà étudiées. Et oui, il y a toutes ces notions-là qui sont de l'ordre de la générosité africaine, qui est de l'ordre de la réparation. Quand on parle de recyclage du système D, finalement c'est une réparation, parce que nous réparons encore la plupart des déchets qui nous viennent d'Europe. Donc l'Afrique a cette positivité, a cette énergie, elle a sa jeunesse, elle a cette capacité à donner de l'énergie, à donner beaucoup d'amour et beaucoup de joie. Aujourd'hui, le développement rapide des technologies de l'information et de la communication offre de nouveaux défis aux arts et à la culture. Selon vous, comment réussir ce mariage entre art et technologie? Alors la question est ancienne.
La question est ancienne. Elle se pose depuis qu'il y a de l'art vidéo, par exemple. Elle se pose notamment au niveau de la conservation. Par exemple, moi, vous aussi, à une époque, on enregistrait nos dossiers sur des disquettes, voilà. Et maintenant, c'est obsolète. Même le CD-ROM est obsolète. Donc l'art numérique, c'est très important. Ça fait partie des évolutions essentielles. Mais c'est ancien, c'est un phénomène ancien. On a tendance à l'oublier. C'est un phénomène qui a commencé avec l'ordinateur dès les années 70. Et la problématique qu'il pose, c'est de l'ordre de la conservation. Qu'est-ce qu'on achète quand on achète une œuvre numérique et comment on la conserve? C'est-à-dire que si moi, la question s'est posée au MoMA, par exemple. Si j'achète une œuvre qui est sur un téléviseur à l'ancienne, pas avec des... je suis désolé, je ne suis pas très technologie, mais si on a besoin d'un téléviseur à l'ancienne et que ce téléviseur n'existe plus, n'est plus produit, que devient mon œuvre? Qu'est-ce que j'en fais? Et quand on se pose ces questions-là, il faut aller au-delà de seulement de la proposition. Il faut voir toutes les problématiques qu'elle propose. Comment je conserve cette œuvre, comment je fais qu'elle soit encore lisible, visible dans 100 ans, dans 200 ans, au même titre que la Joconde, au même titre que les pyramides d'Égypte. Et c'est cela qu'il faut considérer, et non pas seulement l'effet de mode. Après, je dois vous avouer que je commence à avoir l'âge de mes artères, comme on dit, et je dois avouer que je suis la correctrice. On est souvent le commissaire d'une génération, et j'avoue que ma génération commence à peiner un peu à comprendre ce que font ces jeunes-là, mais je suis sûr que ce sont des choses formidables, et je suis sûr qu'il faut être à leur écoute, et je suis sûr que de très belles choses viendront de tout cela. Merci Madame Weygand. Nous rappelons que vous êtes commissaire invité à la 14e édition de Dakar 2022. Merci à vous Alexis. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Très bonne suite des programmes sur Média.